Vous êtes dans l'émission Sport, Santé et Bien-être avec Nathalie. Et là, on a la chance d'avoir un invité, Jean-Philippe Véronique, qui va nous parler un peu de son coaching en tant que formateur sur la respiration, qui va déjà nous expliquer en quoi ça consiste. Je savais même pas que ça existait, les coachs formateurs en respiration, et comment il est arrivé un peu à ça. Eh bien bonjour, merci de me recevoir. Donc oui, je m'appelle Jean-Philippe Véronique, je suis coach et formateur à la respiration et aux soins de soi. Depuis 1 an, j'ai créé NeoRespi ici en Martinique, notamment pour à la fois faire du coaching et des stages et vraiment toucher un maximum de personnes pour apprendre finalement aux personnes à respirer, à retrouver un schéma respiratoire qui est fonctionnel. On va voir après ensemble, je pense, qu'est-ce qui fait qu'un schéma respiratoire il peut être dysfonctionnel et en quoi ça peut proposer ensuite des problèmes de santé. Et je fais aussi des formations où là j'accompagne les professionnels de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement social à avoir les bases de la respiration pour justement transmettre aux personnes qu'elles accompagnent dans un objectif de santé, de mieux-être, voire de performance sportive. Et comment on décide un jour d'aller vers ce type d'activité ? Alors moi, j'ai un parcours dans le sport à la base, j'ai 32 ans aujourd'hui, j'ai un master dans l'entraînement sportif, mais aussi en politique publique et en stratégie des organisations sportives. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans à l'UFOLEP à Paris, qui est une fédération qui vraiment tente de répondre aux enjeux de santé publique, avec l'idée d'utiliser le sport comme un outil au service des vulnérabilités qu'on peut rencontrer. Et moi, ça m'a permis en tout cas de développer ma palette au-delà du sport et d'aller sur des sujets comme les addictions, l'alimentation, la prévention pour le sommeil, les émotions bien sûr. Et j'en suis arrivé effectivement il y a 2 ans maintenant à quitter l'UFOLEP et à me lancer, on va dire, en autonomie. Et j'ai continué d'apprendre et je suis arrivé à la respiration. Qui Alors, est vraiment la porte. Moi, en tant que personne d'origine indienne, c'est vrai que la respiration, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler très tôt. Chez les Indiens, c'est super important. J'ai une sœur qui fait du yoga et qui me dit tout le temps, si tu apprenais à respirer, ta vie serait bien différente. Pourquoi la respiration et pas autre chose? Puisque tu as une palette quand même assez large en termes de formation. Qu'est-ce qui a fait que c'est vers la respiration que tu es allé? Eh ben, je vais commencer par un adage qui est bien connu, c'est-à-dire que le premier souffle qu'on prend quand on est, c'est une inspiration, et le dernier souffle qu'on rend, c'est une expiration à notre mort. Donc déjà de base, l'air qu'on met dans notre corps vient alimenter la vie. Ensuite, pour parler du stress, parce que c'est quelque chose qu'on entend et c'est important d'introduire là-dessus, le stress, en fait, il va venir faire basculer progressivement le corps dans un état qui va générer de l'acide, pour simplifier. Et la grande importance de la respiration, en fait, elle se traduit dans ce qu'on appelle l'effet Bohr, qui est une loi physiologique qui a été découverte en 1904 déjà par Christian Bohr, qui est un des grands-pères de Niels Bohr, notamment des pères de la physique quantique, qui ont eu des prix Nobel ensuite par la suite. Et lui, il a découvert en fait la relation entre l'oxygène, l'hémoglobine, l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Et en fait, la relation, c'est quoi? C'est que plus le dioxyde de carbone augmente dans le sang, plus l'oxygène peut rentrer dans les cellules et créer de l'énergie. Et donc fournir de l'oxygène à la cellule, ça veut dire enclencher un métabolisme qu'on appelle aérobie, donc qui fonctionne avec de l'oxygène. Aujourd'hui, toutes les pathologies, les maladies ou même juste les difficultés de santé qu'on peut rencontrer, les états de burn-out, de stress, peu importe, c'est lié à des irrégularités dans le schéma respiratoire et notamment à l'hyperventilation, ce qu'on appelle l'hyperventilation buccale. Le problème avec l'hyperventilation buccale, donc le fait de respirer plus souvent en 1 minute, là où idéalement, on devrait respirer entre 8 et 12 fois par minute. Aujourd'hui, la moyenne, c'est plus de l'ordre entre 15 et 25 pour un adulte moyen. Et quand il se passe ça, en fait, ça veut dire qu'on a trop d'acide dans le corps. Pour hyperventiler, le but de l'hyperventilation, c'est que le corps, il va commencer à passer par la bouche parce que c'est plus confortable, c'est plus facile. Ça permet d'éliminer un volume plus grand d'air. Et quand j'expire par la bouche, je vais éliminer du CO2.
Le CO2, c'est finalement une recombinaison de l'acide à l'intérieur du corps pour l'évacuer. Tous les déchets qu'on a à l'intérieur du corps, on l'évacue avec du CO2 et de la vapeur d'eau. Donc quand on a trop d'acide, quand on n'arrive pas à utiliser l'oxygène qu'on a dans le corps, parce notre sang, il est quand même saturé entre 95 et 99% d'oxygène. Donc déjà, là, c'est de sortir de la croyance et de l'idée reçue qu'on manque d'oxygène. On manque pas d'oxygène. En fait, la question, et ce que prouve l'effet Bohr, c'est comment j'utilise l'oxygène que j'ai déjà dans mon sang. Comment j'utilise la matière première. D'accord ? Donc, la solution, elle est au sujet du CO2. Si j'expulse beaucoup trop dans une minute du CO2, ça veut dire que je vais limiter mon utilisation de l'oxygène. Donc c'est contre-intuitif, mais c'est ça l'idée. Donc si je fais je vais avoir une expiration qui est courte et je vais libérer un gros volume de CO2. Donc si j'ai une expiration qui est courte, ça veut dire que pendant moins de temps, je vais garder du CO2 à l'intérieur de mon corps. Si je fais ou si je fais je vais toujours libérer un grand volume de CO2 dans les deux cas. Par contre, la deuxième fois sur l'expiration qui est longue, le CO2 il va sortir moins vite. Donc ça veut dire que pendant un plus grand laps de temps, l'oxygène va pouvoir rentrer dans mon corps. Et là, ça change tout. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand un tissu, ou même si on prend la question de l'infarctus, quand on a un arrêt cardiaque comme ça, c'est soit le cœur qui est en manque d'oxygène, soit parce que les vaisseaux sanguins ils seront tellement rétrécis, comprimés du fait d'une hyperventilation chronique que va y avoir pas assez d'oxygène non plus qui va aller vers le cœur. Donc l'idée déjà, c'est de se réapproprier une respiration qui va être lente, où l'expiration va être allongée. Et déjà rien qu'avec ça va tout changer. Et l'hyperventilation buccale, la respiration buccale, c'est le dénominateur commun malheureusement de toutes les maladies. Donc moi j'apprends aux gens concrètement à revenir sur une respiration principalement nasale. À utiliser à la fois son nez et sa bouche pour respirer correctement. Principalement son nez même. Parce qu'il y a une différence entre le nez et la bouche. Quand j'inspire par la bouche, finalement, c'est ça qui est dangereux. Il y a la différence entre le nez et la bouche, c'est que le nez, quand vous inspirez, il va filtrer déjà. Vous avez des cellules gliales qui font 2 km par jour dans le nez. 2 km pour filtrer toutes les bactéries. C'est le premier rempart de l'immunité. C'est pour ça que dès que vous n'utilisez pas assez votre nez, vous allez avoir des pathologies ORL, des problèmes ORL, des sinusite à répétition, des rhumes, vous allez être un peu frileux, c'est-à-dire une immunité qui va être plutôt basse. On va développer en fait des maladies liées à la respiration, donc on va faire plus de grippe, les asthmatiques tout ce qui va être lié à des bactéries, des virus, parce que le filtre n'est pas actif. D'accord. Respirer par le nez, c'est activer le filtre, notre principal filtre pour l'immunité. Et comment ça se fait qu'on nous explique pas ça dès notre jeune âge? Parce que en fait, c'est un réflexe chez tout le monde. Quand on a la grippe, on prend l'habitude de respirer par la bouche. Et en fait, c'est la facilité. C'est la facilité, mais effectivement, on ne nous apprend pas. Et moi, pour avoir eu des médecins en formation, même des chirurgiens, ils n'apprennent pas ça dans leur cursus. C'est réservé après quand on prend la spécialité en pneumologie. Mais en fait, même en pneumologie, ça reste des savoirs qui derrière vont être associés à des molécules et des médicaments. Donc on n'est pas du tout dans une logique où on va, en tout cas en France, où on apprend à respirer de manière fonctionnelle. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Hein. Donc la respiration nasale, ensuite, les avantages, c'est que quand j'inspire, mon nez, automatiquement, soit il va réchauffer l'air s'il est trop frais, et inversement, soit il va l'humidifier ou l'assécher, et il va surtout aussi le mettre à une bonne pression. Comme notre nez, vous voyez, si vous inspirez par la bouche ou par le nez, vous allez avoir un peu plus de pression dans le nez. Et ça, c'est important pour justement empêcher que mes voies respiratoires, elles diminuent, elles s'atrophient. Quand je respire par la bouche, en fait, on a des tissus mous au fond de la gorge notamment. Si je respire par la bouche, ils vont pas être assez stimulés, ils vont pas être assez entraînés, on va dire. Quand je respire par le nez, ils sont assez bien entraînés. Et deux choses encore pour le nez et pour la bouche. Chaque narine est connectée à un hémisphère cérébral. Si là, les gens qui nous écoutent, par exemple, s'amusent à boucher la narine droite, inspirer de la narine gauche et ensuite boucher la narine gauche et inspirer de la narine droite, vous allez sûrement voir que vous avez une narine qui est un petit peu plus bouchée que l'autre. Et bien, toutes les 2 à 3 heures, on a une narine qui se bouche naturellement. Ça s'appelle le cycle nasal. Et ça, c'est parce que donc vous avez votre narine droite qui est connectée à votre cerveau gauche, donc à votre système nerveux qui vous excite, le système nerveux sympathique, et la narine gauche connectée au cerveau droit, donc le système nerveux parasympathique qui va calmer. Et le fait qu'il y ait cette régulation naturelle, c'est déjà que notre corps, il fait des choses qui nous dépassent finalement, il régule énormément.
Et ensuite, quand on respire par la bouche, ça a été mesuré qu'on perd 42% d'eau en plus. 42%. Donc, il y a un niveau aussi d'hydratation et de minéralisation qui est à prendre en compte. Donc, tout ça, le fait de juste respirer par le nez avec plus de profondeur, plus de lenteur, c'est absolument essentiel. Vous êtes sur Super Radio, vous avez compris, on parle respiration, on va découvrir des choses tout au long des différents modules. Nathalie, tu avais des choses à rajouter là-dessus? Non, écoute, je voulais pas couper, non, je trouve ça très intéressant, non, parfait, super. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, Chantal? Ah non, j'ai appris énormément de choses, moi qui ai tout le temps des problèmes de respiration, donc ça fait réfléchir. Toi qui me disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre, tu vois, là je t'ai vu avec des yeux tout ronds. Vous êtes sur Super Radio, n'hésitez pas à nous joindre au 05 96 76 27 27.